Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue au bar de l'économie. Florence Sueur au micro, en FM bien sûr, avec IDFM Radio Anguin. Et puis suivez-nous en direct live vidéo via Facebook et puis retrouvez-nous sur notre plateforme YouTube bien sûr. Alors aujourd'hui, eh bien, on va se faire du bien avec nos invités du jour. Sandrine Macario, bonjour. Bonjour Florence, bonjour les auditeurs. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe Vivalto Santé qui gère 41 cliniques et centres hospitaliers privés. Un groupe créé en 2009, un futur statut d'entreprise à mission, inscrit dans une démarche que vous avez entamée en décembre 2020. Et vous gérez ce qu'on appelle un actionnariat partagé. On aimerait bien savoir ce que ça veut dire. Vous faites un management également que vous appelez le modèle de la troisième voie. Là aussi, on va avoir besoin d'explications. Et puis, vous faites aussi de la recherche. Et on parlera bien sûr des endroits où vous êtes installés, enfin, comment on peut prendre contact avec vous. À nos côtés, Marine Chevalier, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes la présidente de My Beauty Community, une communauté de près de 100 000 auditeurs, de 100 000 consommateurs plutôt de produits de beauté qui s'expriment chaque jour et spontanément via une appli gratuite. Alors, deux levées de fonds pour vous, dont la dernière pendant le confinement. Bravo, vous avez levé 200 000 euros, en tout 500 000 euros levés. Et donc, on en saura plus dans quelques minutes. Et puis, à nos côtés, Sarah Melouki, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de lancer My Beauty Advisor. .fr et une application qui permet de bénéficier de conseils personnalisés pour choisir au mieux ses produits cosmétiques grâce à des experts en dermocosmétique, à l'intelligence artificielle et à une modélisation mathématique des couleurs. Bref, une innovation majeure dans ce secteur de la beauty tech qui est peu digitalisé finalement. Aussi, vous recrutez d'ailleurs, si je me souviens bien, des bêta-testeurs. Alors, on va commencer, avant de vous passer la parole, si vous voulez bien, on va tout de suite commencer par notre chronique santé du jeudi. Et comme en prévision des Noëls, quelquefois, il y a des accidents, on vous propose, eh bien, que se passe-t-il si vous recevez un bouchon de champagne dans l'œil ? Et si on n'est pas très prudent, on risque de prendre un bouchon de champagne dans l'œil. Alors, je suis en duplex avec le docteur Philippe Cordier. Philippe Cordier, vous êtes ophtalmologue à Nevers. Quand on prend un bouchon de champagne dans l'œil, d'abord, est-ce que c'est grave? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, quand on prend un bouchon de champagne dans l'œil, ça peut être dramatique pour l'œil, parce qu'en fait, le diamètre du bouchon de champagne est à peu près égal en fait au diamètre du globe oculaire. Et en général, quand on ouvre un bouchon de champagne, on est à une faible distance en fait de cet œil quand on l'ouvre un peu par maladresse ou parce qu'on a des difficultés pour l'ouvrir. Et les conséquences peuvent être effectivement dramatiques. Ça peut être un décollement de rétine, ça peut être une cataracte traumatique et ça peut aller même jusqu'à la perforation de l'œil. Donc, à partir de ce moment-là, la conduite à tenir, c'est les urgences d'une manière urgente en fait, car le temps de délai peut compromettre en fait la fonction visuelle de la personne, et donc un examen par l'ophtalmologiste de garde à l'hôpital en général pour déterminer les lésions donc que je vous ai citées tout à l'heure, donc qui se termineront en fait, qui se solderont par une intervention chirurgicale, donc soit rétinienne, soit au niveau de la cataracte, ou s'il y a une plaie de cornée, c'est-à-dire une perforation de l'œil, par des points de suture au niveau de cette cornée. Mais c'est vraiment l'accident bête en fait de ces fêtes de fin d'année où on passe un bon moment et on se dit où on est ensemble et on va ouvrir cette bouteille de champagne. Voilà, en tout état de cause, on a bien retenu que c'était une urgence, donc on ne perd pas de temps, on ne se dit pas on ira à l'hôpital le lendemain, on fonce tout de suite aux urgences. Voilà, merci en tout cas à Jean-Claude Durousseau pour ces magnifiques chroniques sur la santé. Alors, aux premières infos du jour, les premiers vaccins contre la Covid-19 seront administrés dès la semaine de décembre, enfin dès la dernière semaine de décembre, a annoncé Jean Castex hier. Le coup d'envoi de la campagne vaccinale à l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament est attendu pour le 21 décembre et un avis de la Haute Autorité de Santé rendu dans la foulée. La France sera livrée d'ici la fin de l'année environ 1,16 million de doses de vaccins contre la Covid-19.
puis 677 000 doses supplémentaires autour du 5-6 janvier et environ 1,6 million de doses en février. Annonce donc notre Premier ministre un défi logistique de stockage et de conservation, moins 80 degrés, pour ces vaccins développés sur la base d'une nouvelle technique, l'ARN messager, qui envoie une information à votre système immunitaire. Cependant, nous n'aurons pas assez de doses pour vacciner les Français du fait du petit nombre de laboratoires dans le monde. Le vaccin Sanofi ne sera pas prêt avant la fin 2021, car il a fait ses recherches sur la base de l'ancienne technique vaccinale, l'envoi d'une protéine à notre corps, et non sur cette nouvelle technique, l'ARN messager. Le vaccin français est donc plus long à développer. Alors, Sandrine Macario, j'ai envie de vous demander comment peut se passer cette logistique et comment ça se passe pour vous, notamment en hôpital, en groupe hospitalier privé, qui décide ? Alors nous, en fait, on a un directeur médical au niveau du groupe et du comité exécutif. C'est lui qui est en charge de ce sujet qui est très complexe et qui est en train de discuter aussi avec nos praticiens et nos directeurs sur ces sujets. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous expliquer ce qu'on va faire. On est vraiment encore en train d'approfondir ce sujet qui est effectivement très complexe parce que ça concerne nos patients, ça concerne nos soignants qui ont besoin aussi d'être protégés et donc qui sont annoncés pour la seconde phase. Voilà, tout à fait. Voilà, je ne peux pas tellement aujourd'hui, en tous les cas, vous en dire ce matin, mais c'est en discussion et c'est un sujet extrêmement important pour nous aussi. D'autant que chacun peut choisir s'il se fait vacciner ou pas. Bien sûr, c'est comme tous les vaccins. Bien sûr. Merci pour votre commentaire, Sandrine Macario. Je rappelle que vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe Vivalto Santé. Sarah Melouki, alors vous, que pensez-vous de cette campagne de vaccination ? Alors, ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des avancées scientifiques, des avancées médicales majeures, il y a eu forcément, souvent, de la résistance. Donc c'est un phénomène totalement naturel qu'il faut accepter. Et en général, on se souvient du vaccin de Pasteur, par exemple, contre la rage à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une résistance, même au sein de la communauté scientifique, qui a été assez rude contre Pasteur. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans ce même phénomène, c'est normal, c'est nouveau, c'est un nouveau vaccin, c'est un nouveau type de vaccination. On attend d'avoir du recul, évidemment, pour être rassuré comme avec tous les autres vaccins, c'est normal. Et moi, j'ai envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent, si vous avez envie d'attendre, si vous avez envie de voir comment les choses vont se passer, bon, la meilleure des choses à faire, c'est de respecter les gestes barrières, de vous protéger en attendant, et puis observer, prenez une décision en toute conscience. Eh bien, exactement. Mettez votre masque et respectez les distances, la distanciation. Merci Sandrine. Merci Sarah Melouki. Je rappelle que vous lancez My Beauty Advisor. Autre information du jour, c'est le prolongement vers la ligne 14, c'est le prolongement de la ligne 14 vers le nord qui a été inauguré par le Premier ministre Jean Castex cette semaine, lundi exactement, mais elle ne sera mise en service que dans le courant du mois de janvier. Pourtant, après 3 ans de retard sur le calendrier initial, ce nouveau tronçon automatique de 5,8 km entre Saint-Lazare et la mairie de Saint-Ouen dessert le nord-ouest de Paris et la Seine-Saint-Denis avec 4 nouvelles stations, Pont-Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen et une correspondance pour le RER et la mairie de Saint-Ouen, l'actuel terminus. Ces 4 stations vont soulager la ligne 13 très saturée en réduisant d'1/4 son trafic. La Société du Grand Paris a couvert 59% des 1,4 milliard d'euros de dépenses. Et Paris, 21%, et la région Île-de-France, 14% des dépenses. Les rames sont financées par Île-de-France Mobilité. Des nouveaux prolongements au nord jusqu'à Saint-Denis-Pleyel et en Seine-Saint-Denis et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly en Essonne sont prévus pour une livraison, on espère, avant les JO de 2024. À terme, la ligne fera 27 km de long et devrait transporter 1 million de voyageurs par jour.
Autre information, c'est le SMIC qui devrait être revalorisé automatiquement au 1er janvier d'environ 1%, soit une hausse d'environ 15 € pour atteindre un peu plus de 1 554 € bruts par mois. Le Premier ministre avait indiqué qu'il n'y aurait pas de coup de pouce au-delà de la revalorisation automatique. Alors les deux critères de la hausse mécanique sont l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvriers et employés. Selon l'INSEE, l'inflation de novembre sort à moins 0,2% sur un an, toujours pour les ménages, les 20% aux plus faibles revenus, et le gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base s'élève à 1,91% selon le groupe d'experts pour le SMIC. La hausse du SMIC serait donc d'environ 0,955%. Je rappelle que le SMIC est distribué à environ 2,25 millions de personnes. Autre information du jour, c'est le marché mondial des fusions-acquisitions qui se porte bien depuis la fin de l'été. Le montant des opérations annoncées cette année est de 2 905 milliards de dollars à date et n'a baissé que de 15% par rapport à 2019, selon l'Institut Déalogique, et donc malgré cette pandémie et ces confinements. La tendance est favorable en France, 193 milliards de dollars d'opérations à date contre 196 milliards en 2019, donc on voit une augmentation pour la France. Autre info, c'est tout va bien pour certaines banques de détail, en particulier pour la Caisse d'épargne qui annonce lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 1 239 millions d'euros de bénéfices en 9 mois, donc 1,2 milliard d'euros de bénéfices. Les frais de gestion baissent sur un an de 2,1% et le coût du risque ressort à 559 millions d'euros sur 9 mois. Une détérioration sur un an, respectivement de 74%, pour prendre en compte les effets à venir de la dégradation de l'environnement économique. Autre information du jour, et dernière information évidemment, c'est en crédit à la consommation, l'UFC Que Choisir appelle à la prudence car plus de 3,5 milliards d'euros ont été distribués en juin dernier, du jamais vu depuis 1999 pour ces crédits à la conso. Au vu du contexte économique, ces offres sont des pousses au crime, dit l'association de consommateurs qui estime que les établissements français qui prêtent de l'argent sont des pyromanes notoires, je cite, on recense 1 000 € d'impayés par ménage emprunteur, 10 fois plus qu'en Allemagne. Près de 3% des prêts dédiés à la consommation en cours ne sont pas remboursés. Et c'est une moyenne qui engendre des incidents, des frais bancaires supplémentaires et donc la spirale du surendettement. Pourtant, les lois Châtel, Hamon, Lagarde ou Sapin sont censées protéger les Français du surendettement. Par exemple, il est impossible d'engager votre maison pour garantir vos crédits à la conso. Soyez prudents. Voilà, c'était nos infos du jour. Je vais tout de suite passer la parole à notre chroniqueur du jour qui revient pour ce jeudi pour une jolie recette de cuisine. Alors que mange-t-on? Que peut-on manger? Bruno Vigoureux, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Je suis sûr que je vous ai terriblement manqué pour le confinement. Et c'était aussi ce confinement l'occasion pour moi de cuisiner, de préparer comme tout le monde son réveillon de Noël. Alors j'ai essayé plusieurs plats qui ont été bien, d'autres moins bien, et je suis tombé sur un qui a fait l'unanimité. C'est-à-dire que mon épouse a adoré. Donc je vais faire ce plat. Il s'agit d'un gratin de fruits de mer à la bisque à l'orange. Comme cette année est vraiment particulière, ça ne vous a pas échappé, nous serons 4 adultes à Noël, donc on va faire ce plat pour 4. Pour cela, il vous faut 12 noix de Saint-Jacques avec leur corail. Personnellement, je ne garde pas le corail, mais je vous laisse décider. 500 g de langoustine, 200 g de palourdes, vous les plongerez une bonne heure dans de l'eau salée pour les faire dégorger, un blanc de poireau, un oignon, une carotte, 2 gousses d'ail, une orange bio, un kombawa, vous savez c'est comme un citron vert mais plutôt cabossé, 10 centilitres de crème fraîche épaisse, 40 g de beurre, 25 centilitres de vin blanc sec, un bouquet garni, du piment d'Espelette, ce n'est pas obligatoire non plus, mais là encore c'est vous qui décidez, quelques feuilles d'estragon, du sel et du poivre. Alors pour commencer, vous décortiquez les langoustines et vous gardez les carcasses, les têtes et les pattes et vous réservez la chair au frais. Vous prélevez les zestes d'orange et de kombawa, vous en faites quelques-uns plus longs pour le dressage, ça fera joli sur l'assiette. Vous pressez l'orange, ciselez l'oignon et émincez la carotte et le poireau.
Vous écrasez l'ail, vous faites revenir l'oignon dans le beurre, puis vous ajoutez les carcasses, les têtes et les pattes des langoustines et vous les faites revenir pendant 3-4 minutes environ. Vous ajoutez ensuite la carotte, le poireau, l'ail et les zestes d'agrumes et vous les faites suer pendant 3-4 minutes. Vous mouillez avec le jus d'orange et le vin blanc et vous laissez mijoter afin de réduire le jus de moitié. Puis, vous ajoutez de l'eau à hauteur, le bouquet garni et le piment d'Espelette si vous le souhaitez. Vous laissez mijoter à feu doux 30 minutes. Vous filtrez et ajoutez la crème et vous rectifiez l'assaisonnement. Maintenant, vous préchauffez le four à 210 degrés. Vous répartissez les Saint-Jacques et les palourdes dans des cassolettes individuelles et vous nappez de bisque. Vous enfournez pour 20 minutes, puis rapidement sous le grille du four pour faire dorer avant de parsemer d'estragon et de zeste d'agrumes. Voilà, c'est terminé. Alors c'est sûr, ça change un peu des plats traditionnels de Noël, mais vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez déguster ce plat avec un pouilly loché ou un pouilly vinzel pour accentuer le côté festif. Je vous le dis, ce plat est un mélange subtil de saveurs qui va venir vous chatouiller les papilles et qui vous fera dire que vous avez fait le bon choix. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon appétit et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup Bruno pour cette jolie recette, légère en plus, en préparation de nos fêtes de Noël. On va se régaler grâce à vous et à vos idées. Et puis on vous dit bonne fête bien sûr, et on vous retrouve au mois de janvier. On va tout de suite faire une première pause musicale. On part en chanson de Noël, évidemment, il faut bien préparer les fêtes. Si on remplace le combat par du citron, ça... Mais où est-ce qu'on le trouve, le combat? C'est dur à trouver. Non, au marché, il y en a. Moi, j'ai trouvé au marché. Moi. Au marché, tu sais, la dame antillaise, là. Alors, je sais pas si vous êtes sur. Je suis à Nel. Oui, mais bon, un marchand exotique, il y a ça se trouve bien. Ou sinon, il y a du citron vert. Hein. D'accord. C'est sympa. C'est bon, j'ai fait ça l'autre jour. C'est très bien. Merci beaucoup. Mesdames, au revoir. Au revoir. Passez de bonnes fêtes. Moi aussi. Philippe, see you soon. See you soon. See you soon. Ouais, plus tard. Hein au début, je sais pas qu'est-ce que je pense. Donc, Ok. mois de janvier. Tu prends pas la tête à la retraite hein, maintenant. Oui. Allez, ciao. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci. Et puis donc, oui, je te mettrai un mail pour te dire que c'est bon. Mais je ferai un main. Oui, je veux bien. Sarah, décalez-vous parce que sinon je ne vous vois pas dans la caméra. Merci. Et décalez votre micro, évidemment. On y retourne? Non? Ouh, on y va? C'est bon? C'est terminé. Et oui, quoi de mieux pour préparer Noël que d'entendre du Elvis Presley, forcément, avec Blue Christmas au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, nous faisons du bien grâce à nos invités du jour, grâce à Sarah Melouki pour My Beauty Advisor, Marine Chevalier pour My Beauty Community, et puis Sandrine Macario, directrice des ressources humaines du groupe Vivalto Santé. Alors Sandrine Macario, déjà peut-être... Présentez-nous le groupe. C'est un jeune groupe finalement, puisqu'il a été créé en 2009, et parce que ça passe vite le temps. Donc nous ne sommes qu'en 2020, et déjà 41 cliniques et centres hospitaliers. Oui, tout à fait. Alors, on connaît nos cliniques et nos structures hospitalières. Je pense que le groupe, on le connaît peut-être un peu moins bien. C'est un groupe qui a été créé en 2009 par Daniel K, qui est aujourd'hui notre PDG, avec des médecins libéraux
Oui, qui ont repris donc 3 établissements au départ. C'était le CHU de Saint-Grégoire, donc des établissements bretons. Hein, vous verrez, à l'origine, on est breton. Clinique Pasteur-Lanrose qui est à Brest et puis une autre clinique à Saint-Malo. Et aujourd'hui, on est avec 41 établissements. On est le 3e acteur national dans le domaine de l'hospitalisation privée. Alors, les cliniques, on est dans les régions Bretagne, Normandie, Île-de-France, mais surtout Yvelines, Val d'Oise, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne, Rhône-Alpes. Alors, les cliniques, les structures qu'on connaît, hein, c'est le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, à côté de Rennes. C'est le centre hospitalier privé de l'Europe qui est à Port-Marly en région parisienne. C'est l'hôpital privé de Confluent qui est à Nantes. C'est la clinique du Val d'Or à Saint-Cloud, etc. Donc je ne vais pas énoncer. Et en Val d'Oise. Voilà, dans le Val d'Oise aussi. À Rouen, la clinique de l'Europe. Donc là, je vous ai présenté les structures, je veux dire, en taille les plus importantes. Ce n'est pas plus important pour nous dans le groupe, mais en tous les cas en taille. Puisqu'on a des structures qui vont jusqu'à 400, 500 lits et puis de 1200, 1500 salariés par structure. Et puis on a des structures très spécialisées où là, il y a beaucoup d'ambulatoires et c'est plutôt des petites structures avec 50 salariés, ça peut arriver. Donc on a un maillage territorial en tous les cas assez vaste et puis une offre de soins également assez vaste et riche. Quelle est la différence entre clinique et centre hospitalier privé ? En fait, c'est la même chose sur un plan statutaire. C'est la même chose, c'est une question de taille. On a tendance à parler de clinique et on imagine pour les personnes qui ne connaissent pas forcément l'hospitalisation privée que les cliniques, c'est des petites structures privées très spécialisées où d'ailleurs, quand on rentre, on ne sait pas combien on va payer, alors que c'est totalement faux, puisque c'est ce que je vais vous expliquer dans la démarche que nous avons d'entreprise à mission. C'est de montrer que ce n'est pas le cas. Tout le monde peut se faire soigner dans les cliniques. Et on a voulu aussi montrer que nos grosses structures, hein, qui sont des appelés centres hospitaliers privés, pour donner cette dimension dimension médicale. Vous voulez dire que le cliché des honoraires hyper chers, c'est faux ? C'est faux. Je vais vous expliquer justement pourquoi on a engagé la démarche d'entreprise à mission. On a décrit dans un premier temps et on a instauré dans nos statuts la raison d'être. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, vous étiez sous forme de SAS ou vous êtes toujours sous forme de société ? Tout à fait. Mais avec la loi Pacte, il y a la possibilité de s'engager dans une voie d'entreprise à mission. Nous, on a estimé que c'était naturel pour nous, compte tenu de notre histoire, notre ADN, et puis dans le domaine de la santé, ça nous paraît aussi évident de le faire. Alors, c'est une démarche que vous avez engagée il y a combien de mois ? Alors, on l'a engagée un petit peu avant l'été pour pouvoir présenter notre raison d'être dans notre assemblée générale du mois de septembre. Donc, ça a été tout à fait validé et donc c'est dans nos statuts. Et la démarche d'entreprise à mission est un peu plus longue puisque dans la loi Pacte, l'organisation et la gouvernance d'une démarche telle que celle-ci est assez lourde puisqu'il faut engager, il faut surtout entraîner toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une décision au niveau de la direction du groupe. Il faut que tout le monde se sente concerné par cette entreprise à mission. Ça veut dire que tous les salariés, ça part du PDG jusqu'à l'ensemble des salariés, vous voulez dire ? Donc là, qu'on soit aide-soignant ou médecin ou directeur de service comme vous, par exemple, tout le monde doit partir sur une démarche ensemble, groupée finalement, une démarche à mission. C'est ça qui est génial d'ailleurs, qui est complexe mais qui est génial, c'est de pouvoir emmener tout le monde. On a nous des valeurs qui sont partagées par tout le monde. Les 3 valeurs qu'on a décrites il y a quelques années avec nos salariés, nos responsables, nos managers, sont l'audace, la confiance et l'équipe. On a un modèle original, je pourrais vous le développer, qui est la 3e voie, qui est quand même un modèle. On va y revenir, oui, important. tout à l'heure, ça nous intéresse de savoir ce que ça veut dire. On a depuis 2009, effectivement, on a développé pour assurer la pérennité du groupe, donc la pérennité des emplois et le développement, donc ça c'est quelque chose d'important. Une précision, on est un des seuls groupes à ne pas distribuer de dividendes à nos actionnaires. On réinvestit. Donc ça fait partie aussi de notre ADN. Donc pour nous, c'était naturel. Ça, c'est pas une obligation des entreprises à mission, par contre. Non, ce n'est pas une obligation. Mais c'est plutôt pour vous expliquer que c'est pas tout d'un coup on s'est dit tiens, ça serait intéressant d'être entreprise à mission. C'est plutôt, ça fait des années que l'on fonctionne d'une certaine façon et la loi Pacte qui est sortie il y a très très peu de temps répond et va nous permettre de nous engager davantage et surtout de ne pas donner le sentiment que ce ne sont que des mots. Puisque dans l'entreprise à mission, il y a un engagement très très fort
où on doit entraîner toutes les parties prenantes, comme on le disait tout à l'heure. Et on prend aussi le risque, quelque part, d'être ensuite audité par un organisme tiers extérieur qu'on ne connaît pas, qui est habilité, et qui va regarder si vraiment on mérite toujours ce statut d'entreprise à mission. Donc c'est différent de toutes les démarches qu'on peut voir dans la presse, dans les médias, etc., sur comment on considère les groupes de cette nature. Alors, donc Sandrine Macario, je rappelle que vous êtes directrice des ressources humaines du groupe Vivalto Santé. Vous êtes dans une démarche engagée vers le statut d'entreprise à mission. Vous dites qu'il n'y a plus d'objet social, mais maintenant on parle de raison d'être. Oui, alors en fait, oui, la raison d'être, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de décliner les engagements que l'on va prendre dans l'entreprise à mission. Donc nous, on a décrit une raison d'être qui peut paraître comme ça assez simple, mais tous les mots ont été pesés. C'est notamment, je peux vous la lire, c'est fondé sur un partenariat original innovant avec les médecins. Donc ça, c'est la troisième voie. Un engagement fort des hommes et des femmes du groupe. Notre mission au service de tous. Et tout à l'heure, vous voyez, on parlait de, effectivement, les honoraires, que tout le monde a l'impression que c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite, les cliniques, les structures privées. Nous, on l'a mis dans notre raison d'être parce qu'on va, dans nos objectifs, effectivement, se donner cet objectif de permettre au service de tous. Quand on a des centres hospitaliers importants dans des grandes villes et qu'on a des services d'urgence, bien sûr qu'on accueille tout le monde. De toute façon, on a bien vu que c'était important, les cliniques privées ou les hôpitaux privés pendant cette pandémie, parce que si vous n'aviez pas été là, l'hôpital public étant complètement engorgé, on était bien obligé, vous étiez bien obligé de participer à cette vague, à cette pandémie. On a été un acteur important sur la première vague, notamment en région parisienne, parce que vous savez que la région parisienne était extrêmement touchée. Forcément, on est tellement peuplé, c'est logique. Donc nos établissements Île-de-France étaient d'ailleurs en difficulté aussi en termes parce qu'il faut des bras, il faut des hommes et des femmes pour soigner. On a la chance d'avoir un groupe avec justement ces valeurs, et donc on a demandé aux volontaires à des volontaires de toute région qui n'étaient pas touchés. On a eu 250 salariés quand même dans le groupe, qui se sont portés volontaires pour aider leurs collègues parisiens. Ça, c'est un élan de solidarité qui est extrêmement important. Ah, donc de Bretagne, par exemple, sont venues certaines personnes bien sûr, tout à fait. vers Paris, 250. vers les Yvelines et le Val d'Oise, qui sont vos endroits d'hôpitaux privés. Tout à fait. Donc 250, on les a effectivement aidés. Il y a eu un élan de solidarité aussi extérieur pour avoir des hôtels, etc., pour les loger. Certains ont quitté leur famille pendant 10 jours quand même. Il faut quand même le souligner, pour venir sur les régions parisiennes. Bien sûr. Ça, c'est l'avantage d'un groupe aussi. Alors, vous engagez cette démarche d'entreprise à mission. Vous avez dit on ne distribue pas de dividendes. Ouais. Qui sont les actionnaires en fait de Vivalto Santé? Alors c'est là aussi où on a un modèle management assez original et d'actionnariat original. On a des actionnaires institutionnels, donc à hauteur de 33%. On a nos praticiens libéraux qui sont aussi actionnaires à hauteur de 33%. Je ne sais pas si j'ai donné le bon chiffre. Les actionnaires institutionnels, c'est 63% et les praticiens, 33%. Les praticiens ne sont pas actionnaires de la structure dans laquelle ils travaillent. Ils sont actionnaires au niveau du groupe. Du groupe, ça, c'est quelque chose carrément. d'extrêmement important pour nous. C'est pas parce qu'ils travaillent, par exemple, en Val d'Oise, qu'ils sont actionnaires de l'hôpital du Val d'Oise, mais ils sont pas du groupe. De l'hôpital du Val d'Oise, justement. Ils sont actionnaires du groupe. Donc de tout. Tout le monde œuvre pour le groupe. Et nous avons nos salariés. Ça, c'est aussi une originalité. On a nos salariés qui ont donc 4%. Qui ont 4%. On a nos managers, mais aussi on a nos salariés, puisqu'en 2018, on a créé un plan d'épargne groupe et on a créé effectivement l'actionnariat salarié. Et on a eu une deuxième campagne d'actionnariat avec une augmentation de capital au mois de novembre et qui nous permet d'avoir aujourd'hui plus de 2500 salariés actionnaires. 2500 salariés à gérer, donc c'est pas rien. Ah, ça c'est actionnaire, parce qu'ils ne sont pas tous actionnaires. Donc, chacun est libre de devenir actionnaire ou pas? Tout à fait. Combien y a-t-il de salariés alors dans le groupe? 9000, c'est énorme quand même, il faut les gérer justement. Qu'est-ce que vous appelez cette troisième voie dans ce modèle également de gouvernance managériale de salariés finalement? Parce que 9000, oui. Vous dites qu'il faut donc que les 9000 s'engagent dans le statut d'entreprise de mission.
Donc ça ne s'appelle plus un statut, vous avez dit, ça s'appelle une raison d'être, hein, je répète ce que vous venez de dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la gouvernance managériale pour ces 9000 salariés? Alors c'est à tout niveau, que ce soit au niveau corporate, territoire, établissement. On a des échanges avec les praticiens et les salariés dans les choix, les orientations. Et par exemple, sur l'entreprise à mission, on a aujourd'hui dégagé 6 engagements très spécifiques. Et on va travailler à partir du mois de janvier pour que ces engagements soient déclinés avec les établissements et avec les parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, les managers, hein, qui ont un rôle extrêmement important dans cette entreprise à mission. On va décrire les actions, les feuilles de route et les indicateurs, puisque comme on va être audité, il faut qu'on décrive des indicateurs, parce que ces indicateurs-là qui seront audités par un organisme extérieur. Et donc ces sujets-là, les engagements sont des engagements effectivement généraux, donc décidés par la direction et par un comité de mission, avec dans ce comité de mission plusieurs parties prenantes, dont des représentants salariés, des représentants médicaux, des représentants de direction, des représentants du comité exécutif et les représentants salariés, et même un représentant des représentants des salariés. Et donc on a un certain nombre de personnes travaillant sur ces sujets-là, et la déclinaison à partir de janvier se fera dans les établissements au plus proche en fait du terrain. Voilà. Si on veut réussir, il faut être le plus proche du terrain. Mais ça veut dire que dans vos statuts, auprès du tribunal de commerce, vous modifiez les statuts pour faire inscrire cette raison d'être, comme vous dites, et non plus d'objet social. Tout à fait. On a fait ces démarches auprès du greffe, etc. Toutes les démarches que je ne veux pas décrire dans la loi. Classique pour un chef d'entreprise. Donc ça, on l'a fait en septembre, après l'AG de septembre pour la description de la raison d'être. Et l'entreprise à mission, eh bien, on se donne encore quelques mois pour travailler justement avec les salariés, parce que ça serait pas opportun de l'inscrire et puis de travailler après avec les salariés. Donc on pense pouvoir faire toutes les démarches statutaires à partir de juin de l'année prochaine. On se donne de janvier à juin avec un travail sur le terrain. Vous avez dit que 2500 salariés étaient actionnaires. Est-ce que tout le monde peut devenir actionnaire? Est-ce que c'est un choix de chacun, ou est-ce que vous, en tant que DRH, et c'est aussi, comment j'allais dire, comme une prime, une récompense qu'on peut donner une action de temps en temps aux salariés? Ou est-ce que c'est qu'un choix de leur part? C'est un choix de leur part. En fait, on se doit à chaque fois, quand on fait une campagne d'actionnariat, on fait une augmentation de capital. Donc on demande à nos actionnaires cette augmentation de capital pour nos salariés. On l'a fait en 2018, on l'a refait cette année. Et après, on offre, donc on dit voilà, il y a tant d'augmentation de capital, 3 millions d'euros pour nos salariés. Ceux qui veulent investir achètent les actions, et on fait un système d'abondement. Donc les petits, ce qu'on appelle les petits porteurs, puisqu'on a quand même beaucoup de salariés qui n'ont pas des salaires, vous savez, les salaires de la santé ne sont pas des salaires extraordinaires, même s'il y a eu le Ségur pour revaloriser, et ça faisait longtemps qu'on le demandait. Vous pensez qu'on va y arriver à revaloriser notamment les infirmières? Oui, il y a une première étape, et on espère que ça ne va pas s'arrêter là, bien sûr, parce qu'il y avait quand même beaucoup de retard dans ce domaine. Au départ, le Ségur de la santé était pour revaloriser le personnel infirmier, les infirmiers, les infirmières. Ça s'est, pour des raisons très politiques, syndicales, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, ça s'est transformé en une augmentation pour tout le monde. Est-ce que c'était bien, pas bien? Bon, en tous les cas, les infirmières et les infirmiers ont le même pourcentage d'augmentation, donc est-ce que c'est une bonne chose? Comment ils le vivent? Ça, je pense que c'est variable. Voilà, d'être reconnu au même titre que d'autres professionnels qui doivent être reconnus aussi, hein, mais de les mettre au même niveau, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est toujours une discussion à avoir. Et donc, nos salariés, effectivement, on leur dit, nos actionnaires, nos praticiens, et c'était une demande de nos salariés il y a quelques années, ils peuvent bénéficier de la progression du groupe, parce que vous avez vu que de 3 à 41 établissements, les actions, les parts du groupe n'ont pas la même valeur. Et c'était important de dire à nos salariés, vous pouvez bénéficier également de ce développement du groupe, parce que vous êtes en premier les concernés. On va y revenir si vous voulez bien, Sandrine Macario. On va d'abord, vous venez de dire quelque chose d'important, qu'il faut revaloriser les salaires, notamment des infirmiers et des infirmières, pour, je suppose, pour faire venir les jeunes vers ces métiers de santé, parce qu'on voit bien qu'en France, on est en mal de personnes qui veulent s'engager, et les infirmiers et les infirmières sont très fatigués, en fait. Alors en fait, surmenés même. Alors d'abord, ça n'attire pas forcément les jeunes, donc ça, vous avez raison, hein, c'est une problématique.
Et puis ceux qui exercent, et il y a aussi dans leur carrière, eh bien, dans leur vie professionnelle, beaucoup s'orientent vers d'autres métiers. Donc on a une perte en ligne, si je puis dire, si c'est une bonne expression, mais en tous les cas une perte en ligne dans les Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils se forment, ils viennent chez vous travailler quelque temps et après ils quittent. Alors ils quittent pour aller dans d'autres structures, mais ils quittent aussi quelquefois le métier même. Carrément. Et ça, c'est une problématique. Donc je pense que les conditions de travail, les salaires sont pour beaucoup. Pour beaucoup. En tant que DRH, c'est ce que les salariés vous disent. Est-ce que vous êtes ouvert? On ne connaît pas bien le métier du DRH quand on est salarié. D'ailleurs, ça fait peur de répondre à la limite à des CV parce qu'en France, c'est difficile d'être embauché quelque part. Est-ce qu'on peut discuter avec vous en tant que DRH? Est-ce qu'on peut donner ses aspirations et vous essayer d'ouvrir la voie de la direction pour aller dans le sens de ce que demande le salarié, ou est-ce que c'est difficile pour vous en tant que DRH? Non, alors on a toujours des contraintes comme dans toute entreprise, donc il ne faut pas non plus penser qu'on peut être dans un monde de bisounours, même si on est très ouvert justement dans le groupe à la discussion. Et donc dans l'entreprise à mission, il y a un engagement qui concerne les salariés d'ailleurs. Il y a un engagement sur les 6 qui est en faveur des salariés. Moi, je suis DRH du groupe Vivalto Santé. La fonction RH est décentralisée, donc les discussions se passent sur le terrain parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes discussions avec les partenaires sociaux et avec les salariés quand on est en Ile-de-France avec tout ce que vous venez d'évoquer du contexte. Et puis, si on est dans une ville, à Morlaix, à Royan ou autre, les situations sont différentes, le turnover est différent, les préoccupations sont différentes, les conditions personnelles et professionnelles sont différentes. Et d'ailleurs, ça serait un tort de penser qu'on regarde que les conditions professionnelles, parce que les conditions personnelles aussi. Vous savez que quand vous êtes dans un environnement où vous êtes à un quart d'heure de chez vous, parce que c'est une petite ville, et quand vous êtes à Paris, avec tout ce qu'on connaît dans les transports, embouteillages et puis les problèmes de transport. Au début, sur quelquefois les lignes saturées, c'est quand même très différent aussi. Donc on n'a pas il y a plus de départs en région parisienne, vous dites? Oui, il y a un turnover plus important dans les grandes villes. Donc c'est là où se pose le problème, c'est surtout pour les grandes villes, vous voulez dire, au niveau des salariés dans le domaine de la santé. Je rappelle que vous êtes DRH du groupe Vivalto Santé. Quels sont les 6 engagements d'une entreprise à mission, Sandrine Macario? Nous, on a retenu 6 engagements. On en a un qui est relatif à notre système de gouvernance partagée, qui permet de répondre aux évolutions de la santé, surtout la satisfaction de nos patients, puisque c'est quand même au cœur de nos activités. On a un engagement qui est autour de la prise en charge globale avec notre organisation territoriale, puisque si on se développe par territoire, c'est pour permettre de donner, permettre une prise en charge globale accessible à tous nos patients, à nos salariés. On a un engagement fort en faveur de nos salariés, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire les conditions de travail, comment entretenir une dynamique collective, favoriser l'inclusion professionnelle. On a d'ailleurs un accord handicap qui a été agréé par l'État en janvier 2020. Ça veut dire que vous vous engagez à embaucher combien de pourcentage de personnes handicapées ou porteurs de handicap? On va faire progressivement sur 3 ans, puisqu'on a un accord sur 3 ans, à peu près pour atteindre aujourd'hui on est à 2% par rapport à la loi. Ça, c'est un constat qu'on a fait. Donc, on a travaillé sur un diagnostic très, très poussé. Et donc, on veut arriver à 6%, effectivement. D'ici 3 ans. D'ici 3 ou 4 ans. Voilà. On a un 4e engagement qui concerne vraiment notre dimension performance économique qui assure notre pérennité, parce que travailler sur l'entreprise à mission et comment développer tout ça, si on n'assure pas aussi la croissance, la performance, la pérennité de l'entreprise, ça ne sert à rien. Il faut qu'on se porte bien pour pouvoir assurer. Évidemment, puis il faut aussi investir en matériel, ça coûte cher. Investir en matériel. Ça, on le sait bien. Nous, on investit 6% de notre chiffre d'affaires tous les ans au niveau matériel. On estime qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas le matériel et des bonnes conditions pour nos médecins et nos soignants. Et puis on a un engagement environnemental avec l'empreinte environnementale, et puis un engagement sur la recherche et l'innovation. On estime aussi que pour assurer la pérennité de notre groupe, il faut avoir cet engagement d'innovation qui est indispensable pour notre avenir dans un contexte qui est sans cesse en évolution. C'est en faveur de nos patients, bien sûr, cette innovation, en faveur de nos médecins, sinon on n'attirera pas les praticiens, en faveur de nos salariés, parce qu'il faut améliorer leurs conditions de travail. Et sans l'innovation, on n'améliorera dans notre domaine les conditions de travail. Parce qu'il n'y a pas que les infirmières qu'on a du mal à recruter. Vous voulez dire qu'on a aussi du mal à recruter les médecins? Alors les médecins, oui, bien sûr. Dans certaines régions, c'est un peu compliqué.
Voilà. Quels sont les secteurs en tension côté médecin cette fois? Dans les régions, c'est pareil. En Île-de-France ou dans les grandes villes, les métropoles, grandes métropoles, c'est plus facile de recruter des médecins qui sont des jeunes médecins, qui ont des enfants, des conjoints. Donc il faut aussi qu'ils trouvent un emploi. Donc, alors que dans les petites villes, c'est tout un contexte familial qu'il faut prendre en compte aussi pour eux et qui est plus compliqué. Voilà. Quels sont les secteurs, quand je pose la question, secteur médical, j'allais dire, quelles sont les spécialités médicales en tension actuellement pour recruter des médecins pour vous, au groupe Vivalto? Alors, dans le groupe Santé. Vivalto, c'est vrai qu'en pédiatrie, c'est dans certaines régions un peu compliqué. La pédiatrie, donc. Voilà. C'est un peu compliqué aussi dans tout ce qui est gastro, ça peut, voilà, c'est un peu compliqué aussi. Voilà, globalement, en Voilà les chirurgie, deux secteurs. La chirurgie aussi? Ça peut être dans certains domaines, mais c'est pareil, ça dépend des régions en fait. Mais c'est vrai qu'on a des régions. Alors on essaie, quand on recrute, de prendre la globalité. C'est des praticiens libéraux, donc on les aide à s'installer, puisque du coup il faut les aider à s'installer. On les aide aussi au niveau familial, quand ils se disent mais il faut que je déménage, moi je veux bien aller dans telle région, votre projet médical m'intéresse, mais moi j'ai femme et enfant, donc est-ce que vous pouvez m'aider à m'installer aussi sur un plan personnel? Et ça c'est des choses qu'on peut faire. Donc du coup vous leur demandez de venir combien de jours par semaine d'exercer à la clinique? Alors c'est très variable. Chacun fait comme il veut, c'est à la carte? C'est très très variable. Ils sont libéraux, donc c'est vraiment une organisation très, très individuelle en fait. Au sein du groupe Vivalto Santé, on peut venir se faire soigner pour tout? Oui. C'est bien ça? On peut même accoucher. On peut même accoucher si on veut. Voilà, il y a des maternités. Nous avons des maternités dans le groupe. Alors pas dans toutes les structures, mais on a aussi des maternités. Tout à fait. Je rappelle que des services d'urgence dans certains centres. Ah, en plus, vous faites de l'urgence. Donc là, c'est pas toutes, j'imagine. Il faut se renseigner également. Non, il faut se renseigner effectivement sur mais les grands centres hospitaliers effectivement ont des urgences. Des urgences parce que c'est obligatoire finalement. Oui, et puis ça répond vraiment à une demande effectivement. Est-ce que on arrive, on se doute bien que l'équation financière est difficile pour un groupe dans la santé. Est-ce qu'on arrive à faire du bénéfice justement pour pouvoir investir en matériel? Écoutez, on se donne les moyens en tous les cas d'effectivement d'assurer, quand je parlais de pérennité et puis d'investissement tous les ans de 6% du chiffre d'affaires, je pense que le fait de ne pas distribuer de dividendes est quand même par rapport à d'autres groupes un point extrêmement important qu'il est important de souligner et qui fait aussi notre spécificité. Le fait que nos praticiens, même s'ils sont libéraux, sont complètement intégrés dans nos réflexions de développement, c'est également extrêmement important pour assurer cette pérennité. Ce n'est pas toujours simple parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques années encore plus difficiles qu'aujourd'hui, où on avait de la part des pouvoirs publics une restriction sur les tarifs, c'était draconien. Bon, je pense qu'ils en sont tous revenus, donc on a une souplesse depuis quelques temps. Ça a été plus dur certaines années que ça ne l'est aujourd'hui quand même. Alors, vous avez bien parlé de votre modèle de la troisième voie au niveau au niveau de la direction managériale et de ce souhait d'être entreprise à mission que vous avez inscrit dans votre ligne de conduite depuis septembre 2020 pour y arriver en juin 2021. C'est bien ça, on a bien compris. Voilà. Côté management des équipes, qu'est-ce que ça veut dire la troisième voie concrètement ? Alors, la troisième voie, ça veut dire que tout le monde est concerné. Alors, c'est vrai que ça se matérialise d'emblée sur l'actionnariat, puisque la troisième voie, c'est aussi l'actionnariat. Mais ça se traduit aussi, comme je vous le disais, au niveau corporate établissement, c'est-à-dire que ce n'est pas que, comme dans les entreprises, un comité de direction qui travaille dans son coin. C'est aussi discuter avec les médecins libéraux. Il y a des CDM chez nous, c'est des comités médicaux avec le CODIR. Parce qu'on a une spécificité, nos praticiens sont des libéraux, donc ils ne sont pas salariés. Donc si on veut construire ensemble, on a estimé que c'était la troisième voie, la meilleure façon de construire ensemble et de se sentir concerné. Au conseil d'administration, on a 3 médecins actionnaires également. Donc c'est vraiment à tout niveau qu'on a nos praticiens pour qu'on construise ensemble et construire dans le secteur de la santé sans des praticiens sous prétexte qui sont libéraux, et pour nous en tous les cas, une hérésie, ça serait absolument impossible. De toute façon, si dans une clinique ou un hôpital, vous n'avez pas de médecin, il n'y a pas d'établissement de santé en fait. Mais il faut aussi, nous on a pris cette option pour dire les médecins, ce ne sont pas des médecins qui viennent des libéraux juste pour faire leur acte
et qui repartent. Ils doivent vivre complètement notre organisation, notre stratégie. Il faut qu'ils adhèrent à votre... C'est important pour nos personnels. Vos engagements. Voilà, mais pour notre personnel aussi, c'est-à-dire qu'un personnel qui verrait un praticien venir une journée par semaine, juste faire les actes, etc., qui repartirait, ça ne crée pas une relation de groupe en fait. Alors justement, Sandrine Macario, si on veut vous contacter, soit parce que, puisqu'on a bien entendu que vous aviez besoin de personnel médicaux dans tous les métiers finalement. Tous les métiers, toutes les régions en plus. Toutes les régions en plus, c'est pas mal de personnes. Pas mal, donc si vous cherchez des emplois, comment fait-on pour vous contacter? Alors on a un site internet et donc on peut déposer son CV, donc on peut aussi le déposer. Et on sera bien regardé et lu parce que Dieu sait si on dépose son CV et que personne ne lit quoi que ce soit. Je reconnais que alors c'est nous, difficile. On regarde, on cherche beaucoup, donc je peux vous assurer qu'on regarde et on répond. On peut, et puis effectivement dans les régions, de regarder. Moi ce que je propose c'est que si des personnes sont intéressées, de regarder aussi sur notre site toutes les cliniques, parce que les 41 cliniques, je ne les ai pas décrites là, il y en a quand même pas mal. Et puis de regarder la région et de dire, tiens, là, moi, c'est justement une clinique qui n'est pas très loin. Tiens, je ne connaissais pas bien, j'en avais entendu parler, mais justement, tout ce qui est groupe privé, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et donc de prendre contact directement avec la direction de la clinique et les personnes... Ah, carrément. Donc soit on vous écrit via le site internet. Il y a des responsables ressources humaines et des DRH dans chaque structure. Et donc qui ensuite avec lesquels on peut effectivement discuter. Soit on contacte donc le site, c'est vivaltosante.fr, j'imagine. Oui. Et sinon on contacte directement la clinique ou l'hôpital privé le plus proche. Et puis on peut contacter tout à fait. Et ça marche aussi. Et ça marche aussi. Merci beaucoup d'être venu faire ce petit tour d'horizon des entreprises à mission, ce qui est ce nouveau statut inscrit dans la loi Pacte. Quand même, dernière question, Sandrine Macario, quels sont vos besoins pour le futur? Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2021? Pour 2021, c'est que déjà on dépasse cette vague, qu'il n'y ait pas une troisième vague. C'est toujours la crainte qu'on a tous. À partir de janvier, on se dit avec les fêtes de Noël, est-ce qu'on ne va pas avoir une troisième vague au mois de janvier? Donc ça, c'est déjà c'est pas que pour nous au niveau Vivalto Santé, mais je pense que ça a un impact pour tout le monde. Ça, c'est un point extrêmement important. Moi, j'espère qu'on va pouvoir, au niveau du Vivalto Santé, embarquer à partir de janvier tout le chantier d'entreprise à mission pour que nos salariés soient fiers aussi de ce statut. Parce que si c'est juste l'inscrire dans les statuts au niveau des greffes et puis que ça n'a pas d'autre impact, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. Donc voilà ce qu'on espère, et puis qu'on se porte toujours aussi bien et qu'on continue à se développer, donc toujours à racheter des structures pour nous permettre d'assurer cette pérennité du groupe. Est-ce que c'est facile de racheter des structures? Il y en a à vendre en ce moment? Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours. Après, c'est des accords. Toujours. Merci pour ce tour d'horizon, et puis on vous souhaite bien sûr une réussite dans ce nouveau projet. Donc on ne parle plus de statut, d'objet social. Donc quand on parle d'entreprise à mission, on parle donc de raison d'être. Voilà, mais c'est comme ça, c'est les nouveautés de la loi Pacte. Fabrice B. Mandreau. C'est un chant. Alors vous avez fait première année de médecine, tout le parcours? Absolument. Ah oui, d'accord. Là, il me reste juste ma thèse, en fait. Je suis en train d'écrire. Ok, c'est bien. C'était ce que vous vouliez faire, pharmacie ou... Oui, absolument. Ah oui, vous étiez orienté, pas médecin, mais pharmacie. Je ne savais même pas qu'il y avait la réforme quand je me suis intéressée à ça. J'étais absolument pas au courant. Et puis en première année, on vous demande de faire des choix de parcours, médecine, pharmacie, etc. Moi, j'ai coché uniquement pharmacie. C'est le seul choix que j'ai fait, c'est ce que je voulais. Et vous avez fait où vos études? À Strasbourg. Oui, je viens de voir. À la sienne.
Et là, vous êtes toujours installé à Strasbourg? Non, non, pas du tout. Je suis installée ici parce que du coup, j'ai fait une business school. Oui, à l'ESSEC, à côté, en Val d'Oise. Du coup, je me suis déplacée pour ça, quoi. Et j'ai adoré la région, du coup, j'ai pas l'intention de partir. Ah, vous connaissiez pas? Non, je connaissais pas du tout, non. Non, Et non, du je coup, vous connaissais êtes pas. installé où? À Annelle. Ah oui, vous êtes C'est un petit bout de Paris. Annelle-la-Vallée. Ouais. Ah, dans la campagne, vous C'est un êtes joli petit bien coin, là. quand même. Ouais. On est très bien. Et du coup, j'ai plus envie de partir. Bah, vous êtes loin, vous, la pandémie, tout ça, c'est loin pour vous parce que vous n'êtes pas On concerné. est tellement serein. Annelle, il se passe rien. Ah bah, c'est la campagne, Annelle. C'est vraiment la campagne. On y retourne? Tant mieux. C'est bon? On y retourne? Nous voici de retour sur IDFM Radio Anguin, au bar de l'économie. Vous êtes toujours en compagnie de Florence Sueur. Et c'était une petite promenade musicale avec Fabrice B et son titre qui s'appelle Mango. Avant d'attaquer notre second sujet du jour, eh bien c'est un sujet quand même spécial bien-être. Et notamment grâce à vous, Marine Chevalier, car vous êtes présidente de My Beauty Community, une communauté tout de même de près de 100 000 consommateurs de produits de beauté. Alors, c'est une vraie start-up que vous avez créée et qui a bénéficié de coaching. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas du tout... Enfin, vous avez été blogueuse, vous avez travaillé dans des comment ça s'appelle, des instituts de... Dans le secteur de la cosmétique. Voilà. Comment vous est venue cette idée, tout d'un coup, de vous dire, je vais créer ma start-up En fait, ça a été un déclic qui s'est passé. J'ai travaillé donc une dizaine d'années dans le secteur. J'ai travaillé pour un grand distributeur, j'ai travaillé pour un pure player. J'ai été aussi blogueuse et j'ai eu une espèce de prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, c'est super compliqué d'obtenir un avis fiable et authentique sur un produit de beauté parce que tout est lié en fait à des enjeux financiers. Les vendeuses sont commissionnées, comme on le sait. On ne sait pas vraiment qui se cache derrière les avis qu'on va trouver sur des plateformes en ligne. Les influenceuses peuvent être aussi influencées. Et donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit, mais en fait, il faut donner la parole aux consommateurs, aux vrais gens, à ceux qui achètent et qui n'ont aucun intérêt financier à recommander un produit plutôt qu'un autre. Et donc, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai commencé à créer ma future appli sur PowerPoint, mais il me manquait mon associé que j'ai trouvé quelques mois après. Donc, vous avez démarré cette appli il y a combien de temps? Alors, l'appli, elle a été lancée en septembre 2017, la première version de l'appli. Et là, on va lancer de futures versions là, pendant les 6 prochains mois. Donc, trois au moins nouvelles versions qui devraient arriver bientôt. Alors, comment ça fonctionne, cette appli? Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est une appli et un site internet, ou est-ce qu'en même temps, ou est-ce qu'il y a une plateforme derrière, ou bien ça n'est qu'une appli qu'on télécharge sur le téléphone? En fait, aujourd'hui, c'est une application mobile et un site internet, mais qui va en fait simplement mettre en lumière les publications qui sont publiées par les consommateurs sur l'application mobile. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a plus de choses, pour que l'auditeur nous comprenne, il y a plus de choses sur l'appli que sur le site internet, parce qu'en fait, le site internet n'est qu'une vitrine finalement. Exactement. Mais si on veut en savoir plus, il faut télécharger l'appli. Ouais, Et ça s'appelle donc, je répète, My Beauty Community. Vous l'avez lancé en 2017, mais combien de temps il vous a fallu pour la préparer, puisque vous êtes parti de votre blog, comme vous l'avez dit? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai eu cette idée-là en avril 2016. J'ai créé la société en fin octobre et j'ai lancé l'appli donc en septembre 2017. Donc il m'a fallu quand même effectivement près d'un an pour la lancer. Parce qu'il faut trouver les bons développeurs. Voilà, trouver mon associé. Donc ça a vraiment été un coup du destin. En fait, je suis rentrée dans un incubateur, puisque au début j'avais juste cette idée et je savais qu'il fallait que je sois accompagnée. Donc je suis rentrée dans un incubateur qui est l'incubateur de mon école, qui s'appelle Ionis 361. Et de là, on m'a fait rencontrer un mentor, qui lui m'a fait rencontrer un ami qui est développeur et qui s'appelle David, et qui est aujourd'hui mon associé. On a travaillé au début dans le cadre d'une prestation et en fait le contact est très bien passé, donc on a décidé de s'associer quelques mois après. Et lui donc intervient juste en tant qu'apporteur financier, ou bien est-ce qu'il a des activités concrètes en même temps? Alors David, il est opérationnel à 100%, il est directeur technique, donc il s'occupe de tous les chantiers techniques et il les chapeaute. Et en fait, c'est pas qu'une appli, il y a plein de choses derrière. Il y a une plateforme avec toutes les données qu'on collecte et qu'on structure. Il y a donc le site internet, il y a bien entendu d'autres projets aussi qu'on va mener.
Donc c'est beaucoup de chantiers qu'il a à gérer en même temps. Alors justement, décrivez-nous un petit peu cette appli, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment ça fonctionne? Alors, cette application mobile, en fait, elle permet simplement aux consommateurs de s'exprimer de manière complètement spontanée sur poser une question à la communauté. Donc concrètement, on télécharge l'appli, on répond à 10 questions qu'on appelle le carnet de beauté sur ces problématiques et intérêts beauté. Là, en plus, on a un petit algorithme de matching très sympa qui va vous recommander des profils beauté affinitaires, des personnes qui ont les mêmes problématiques et intérêts beauté que vous, pour vous permettre d'avoir des retours bien plus pertinents. Parce que si c'est une personne qui a de l'acné comme moi, bah forcément, on va pouvoir échanger de manière un petit peu plus intéressante. Et donc, on peut échanger. Bien entendu, on peut recommander des produits en commentaire. On peut rechercher des avis authentiques sur la plateforme. On peut aussi acheter des produits via des boutiques partenaires. Là, on a intégré 90 000 références via une vingtaine de boutiques en ligne. Et donc, l'utilisateur est invité à aller sur ces boutiques s'il souhaite effectuer un achat à la suite d'un conseil authentique. Alors, est-ce que lorsqu'on pose une question, c'est anonyme ou bien est-ce qu'il faut montrer sa photo? Comment ça se passe? Alors, on a un pseudo, et on a deux possibilités. Ou c'est une photo, en fait un avatar qu'on va proposer qui est personnalisé en fonction de notre physique, ou c'est une photo qu'on upload simplement si on veut mettre une photo plus personnelle. Enfin, c'est une jolie réussite puisque vous avez déjà pratiquement 100 000 followers, j'allais dire. J'imagine plus de femmes que d'hommes. Oui, tout à fait. On a 96% de femmes sur la plateforme, alors que pourtant on a créé des avatars pour tous les hommes aussi. Voilà, ils sont les bienvenus, mais pour le moment ils ne sont pas très très présents. C'est donc une appli qui n'est pas réservée que pour de la consommation grand public. Vous faites aussi des offres B2B avec votre application. C'est ça l'originalité en fait? Oui, tout à fait. En fait, on va aider aussi les acteurs de la beauté à partir de toutes ces données anonymisées qu'on collecte. On va les aider à développer des produits qui fonctionnent et qui répondent à un réel besoin consommateur. Ça, c'est une de nos offres. Après, on va aussi faire intervenir le consommateur dans le cadre de focus group ou pour répondre à des enquêtes et apporter des insights très rapidement et très riches pour répondre à une attente spécifique. On va faire des pré-tests innovation aussi, envoyer en avant-première des produits pour que les beauties, on les appelle comme ça sur la plateforme. Les beauties, c'est les fameux bêta-testeurs que vous cherchez en ce moment? Alors non, alors moi je ne cherche pas de bêta-testeurs parce que j'en ai 800 là qui sont déjà disponibles pour bêta-tester les prochaines versions. Les beauties, c'est les membres de la communauté en fait, on les appelle les beauties. Et donc on peut faire intervenir aussi les beauties pour donner un avis sur un produit avant qu'il soit lancé sur le marché. D'accord, et donc là, on devient effectivement testeur d'un produit qu'une marque a envie de créer, enfin de lancer. Et donc, c'est les premiers échantillons, en fait. Exactement. Ce qui veut dire que vous négociez des partenariats avec les marques. Donc, il faut aller les voir une à une. Exactement, mais heureusement, on a une super responsable commerciale pour ça qui s'appelle Clarisse et qui nous aide à développer le business. Vous avez vous avez fait le salon, j'imagine, 360 Awards. Oui, on a reçu. Donc vous avez travaillé avec le pôle de compétitivité de la cosmétique, avec Cosmetic Valley. Oui, c'est un salon qui est organisé notamment par la Cosmetic Valley. Et effectivement, on a reçu un award au salon Cosmétique 360 l'année dernière en plaçant justement le consommateur au centre de chacune de ces étapes du cycle de vie du produit pour donc aider les acteurs de la beauté à viser juste et à générer des ventes. Est-ce que c'est un gros souci pour les acteurs de la beauté de viser juste en ce moment avec toute la révolution je veux dire, on parle d'environnement, de respect, de produits plus naturels. C'est sûr, parce que là, on le voit bien sur la plateforme, ce sont des attentes des consommateurs aujourd'hui. Donc il vaut mieux les écouter, savoir ce qu'ils veulent. Par contre, il faut être rapide aussi et être agile. 2 ans de développement ou 3 ans de développement de produits, c'est un petit peu long. Quand l'attente, elle est réelle et elle est là, elle est actuelle. Qu'en est-il du marché des Français ou des Françaises qui créent eux-mêmes leurs produits? Le do-it-yourself, donc là, effectivement, ça a bien augmenté, notamment depuis la crise sanitaire. Écoutez, oui, c'est en progression. Hein. C'est en nette progression. Alors, en ce qui concerne votre entreprise, vous avez fait 2 jolies levées de fonds finalement. Expliquez-nous un peu le parcours de ces levées de fonds, puisque la dernière en date, c'était pendant le confinement. Mais parce que tout a dû se ralentir un petit peu, j'imagine. Alors nous,
est sur le digital. Donc justement, en termes d'utilisation, on a des temps de session et un nombre de sessions par utilisateur qui est plus important. Depuis le début de la crise, elles sont plus actives sur l'appli. Sinon, en termes de financement, oui, c'est un vrai parcours. Depuis la création en 2016, forcément, il fallait des moyens pour lancer ce beau projet. Donc, on a obtenu des prêts bancaires, des prêts d'honneur, on a réalisé 2 levées de fonds, on a obtenu des subventions aussi de la BPI, où on attend aussi de subventions de la région Île-de-France. Et donc, effectivement, tout ça, ça nous a permis quand même d'obtenir 500 000 euros et ça nous permet de grandir, de nous développer voilà, comme il faut. Bien sûr. Alors du coup, vous êtes toujours incubé, vous êtes toujours accompagné. Comment vous faites pour toutes ces levées de fonds? On a des experts qui nous aident, mais clairement, c'est aussi beaucoup de travail personnel. On fait beaucoup appel à notre réseau parce qu'on reste encore une petite structure. Donc c'est ce qu'on appelle... Vous êtes combien de salariés actuellement? Là, on est 5 opérationnels à temps complet. Après, on est une dizaine dans l'actionnariat de l'entreprise. Et c'est tous des business angels ou des personnes de mon réseau, simplement, qui ont un regard assez bienveillant sur le projet et qui nous accompagnent et qui nous permettent de grandir. Et donc, c'est vous qui construisez pas à pas, j'allais dire, cet actionnariat-là au départ? Tout à fait, oui. Au début, j'étais seule et là, maintenant, on est une dizaine. Tout à fait. Donc maintenant, vous avez réussi à avoir 10 personnes autour de vous où chacun apporte son expertise. Ouais, c'est ça? Exactement. Et c'est avec eux que vous allez à la recherche de financement ou bien certains de nos actionnaires sont dédiés, je veux dire, à aller pitcher dans les banques, chez les business angels? Comment vous faites? Ou est-ce que c'est vous personnellement? Ils nous conseillent, mais c'est plutôt moi personnellement. Ils nous conseillent beaucoup. Après, si j'ai des besoins, effectivement, et qu'on a énormément de travail à réaliser, ils sont là, bien entendu, en appui et ils peuvent m'aider, notamment sur des tableaux financiers un petit peu compliqués ou ce genre de choses. Quels sont vos besoins actuellement alors pour vous développer, Marine Chevalier? Alors là, aujourd'hui, on cherche un contrat de professionnalisation qui a un profil plutôt commercial et gestion des opérations, parce qu'on a quand même un certain nombre d'opérations à mener donc avec nos clients. Donc ça serait quelqu'un qui nous aide à développer, mais qui est aussi là en appui. Et puis, écoutez, c'est souhaitez-moi bonne chance, encore bonne route, et voilà, de belles rencontres. Surtout, je pense que c'est surtout des rencontres qui font qu'on grandit et qu'on se développe. Et voilà, en tout cas, c'est une super aventure. Je suis ravie de m'être lancée dans cette start-up. Au début, je ne m'attendais pas du tout à lancer une start-up, franchement. Mais après quelques années, là, je me dis, je suis contente parce que j'apprends énormément de choses. C'est une belle expérience, de toute façon. Oui, c'est pour tout le monde. Ouais, ça prend beaucoup de temps, j'imagine, mais on n'a pas le temps, on ne s'ennuie pas. Tout à fait, on ne s'ennuie pas, même le week-end, c'est sympa. Donc, je répète ce que vous venez de dire. Le premier objectif pour vous, c'est contrat d'apprentissage. Vous recherchez un assistant commercial, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, si quelqu'un nous entend, eh bien, il faut qu'il vous contacte comment? Alors, par email, sur contact@mybeautycommunity.com. Voilà, donc n'hésite pas à envoyer son CV. Et puis, on organisera un entretien par la suite. Parce que l'idée, c'est de le recruter sur janvier ou février maximum. Alors, en beauté, c'est vaste, les produits, il y a du travail. C'est sûr, surtout que là, on s'exprime sur toutes les catégories de produits dans la beauté. Donc, il y a du capillaire, il y a du make-up, il y a du soin, même des accessoires, voilà, des lisseurs. C'est la tendance. Quelles sont les tendances actuelles? Tiens, dites-nous un petit peu quelles sont les tendances actuelles ou quelles sont les remarques Là, on est beaucoup plus dans l'éco-responsabilité. On sent qu'elles font attention au packaging de leurs produits, notamment que ça soit sur du soin, mais même aussi sur du make-up. Donc voilà, il y a effectivement des signaux qui émergent sur la plateforme et qui deviennent après des grandes tendances. On a eu aussi l'arrivée du clean, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'arrivée du clean? Des ingrédients qui sont bons pour nous, qui sont bons pour notre santé, aucun ingrédient controversé, ce genre de choses. Donc ça, c'est une tendance, les jeunes femmes ou les moins jeunes font attention maintenant à ce qu'elles se mettent sur la peau. Tout à fait, et encore plus en ce moment. Et il y a aussi une autre tendance qui vient de sortir là, avec la crise aussi, où on est beaucoup plus porté sur le local. Donc effectivement, on va privilégier des marques made in France, que ce soit sur du skincare ou sur du capillaire, etc.
Et la tendance alors au niveau maquillage, on se maquille beaucoup, pas beaucoup, on préfère le maquillage naturel, c'est quoi les tendances? Faites-nous rêver. Faites-nous rêver, Marine Chevalier. On est toutes différentes et il y en a qui aiment plus se maquiller que d'autres parce que je pense qu'il y en a aussi qui ont conscience que le fait de se maquiller, ça peut nuire à la qualité de leur peau et aujourd'hui on a quand même envie aussi d'avoir une très belle peau et c'est ce qui revient le plus aujourd'hui. Bon, bien entendu, avec le port du masque, il y a une chute des ventes de rouge à lèvres de manière assez évidente. Bon, après, elle demande s'il existe des rouges à lèvres sans transfert qu'elles pourraient mettre avec leur masque qui hydratent aussi leurs lèvres. Voilà, je n'ai pas encore trouvé la pépite qui répond à toutes ces problématiques. Sinon, on axe beaucoup plus sur les yeux, là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec un masque, on a besoin voilà, d'exprimer quelque chose et tout passe par les yeux. Et donc, on ose aussi un peu plus la couleur sur les paupières. Parce que votre objectif à vous aussi sur l'appli, c'est de mettre en avant des nouveautés produits intéressantes. C'est ça qu'on comprend en fait quand Alors, vous exprimez. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, je donne juste une plateforme, je donne accès au consommateur, au vrai client, à une plateforme qui lui permet d'échanger sur lui ses découvertes. Moi, en tant que My Beauty Community, je n'interviens pas du tout sur l'appli. Et c'est ça qui est super aussi, c'est que s'il y a un produit qui ne marche pas, il va le dire, je lui laisse le dire. Et parfois, je découvre des nouvelles marques. Alors que ça fait plus de 10 ans là, que je suis dans le secteur, et je découvre des pépites tous les jours. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Justement, c'est ce qu'on va sans doute découvrir avec notre entrepreneuse suivante, qui est Sarah Melouki, pour son projet qui s'appelle, enfin son projet qui arrive presque à terme d'ailleurs, qui s'appelle donc My Beauty Advisor. Mais on va en savoir plus dans quelques minutes, un peu de suspense, mais tout d'abord donc une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sinon? Je vais vous poser la question au retour. Écoutez, de continuer comme ça. Qu'est-ce que je pourrais répondre non, de faire de super belles applis. Parce que c'est gratuit pour le. Donc il faut bien que vous gagniez votre vie, vous. Oui, donc votre modèle économique, je vais vous demander. C'est sur le B2B, justement. Voilà. Ouais. J'ai eu le temps de prendre un petit verre d'eau. Ah oui, allez-y, je vous laisse le temps. Vous buvez dans la cuisine, mais vous n'amenez pas le verre d'eau en studio, s'il vous plaît. Queen, thank God it's Christmas. Très bien. Et Noël. Queen, j'adore. Ça s'appelle comment celui-là? Thank God it's Christmas. Ouais, c'est ça. Ah oui. Tiens, je l'entends là. On y retourne, Philippe, s'il te plaît. C'était Queen avec Thanks God It's Christmas au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sandrine Macario, directrice des ressources humaines du groupe Vivalto, de Sarah Melouki pour My Beauty Advisor et de Marine Chevalier, présidente de My Beauty Community. Alors justement, Marine Chevalier, pour terminer, j'allais dire dernière question. Votre modèle économique, quel est-il? Puisque l'appli, c'est gratuit pour nous, les consommateurs, hommes ou femmes. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à en vivre de votre start-up. C'est quoi votre modèle économique? Alors, en fait, la majorité de notre chiffre d'affaires, il va être généré par des prestations de services qu'on va vendre à des acteurs de la beauté, donc en B2B. Donc, justement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc tout ce parcours, en fait, qui place le consommateur au centre de chacune des étapes du cycle de vie du produit. Donc, nos clients, c'est des grands groupes, mais c'est aussi des start-up. C'est aussi des acteurs qui sont en amont de la chaîne, qui vont créer les produits et les marques pour les grands groupes. Voilà.
Et donc vous, votre objectif, vous allez vendre vos prestations, vous faites du commercial auprès de toutes ces sociétés, Voilà, qu'elles soient petites ou grandes, Tout à fait. voilà, On pour démarche proposer. les marques et on leur propose nos services, donc nos prestations de services. Et puis après, on a Oui, vous êtes comme un bêta-testeur, j'allais dire. on leur permet effectivement de bêta-tester leurs produits de manière générale, tout à fait avant un lancement, et de viser juste, comme je disais. Et donc, ce sont des contrats que vous leur proposez ou c'est des missions à court terme? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, en fait, on peut aller où on fait du one shot, on leur prouve qu'on est capable de faire plein de choses et généralement ils sont satisfaits et ils reviennent. Où on peut carrément créer des communautés sur mesure pour les marques ou les grands groupes qu'on va activer tout au long de l'année, donc ou avec des enquêtes, ou avec des focus group, ou avec des pré-tests innovation. Voilà, mais c'est une communauté qu'on aurait co-créée en fait avec notre client dans notre communauté de 100 000 consommateurs. Merci pour ce projet et puis cette réalisation, j'allais dire, parce que en plus avec cette pandémie, je pense que on voit bien les Français n'ont pas le moral. Ça fait du bien de se faire du bien. Alors on continue à se faire du bien avec vous, Sarah Melouki. Vous êtes en train de lancer My Beauty Advisor puisque la plateforme hier soir n'était pas ouverte, mais aujourd'hui ça y est. Oui, .fr avec vous, Florence. avec nous, bravo. C'est une bonne idée. Alors c'est un peu, comment j'allais dire, ça me paraît étonnant quand on est comme vous, doctorante en pharmacie, donc vous avez fait tout le parcours des études médicales. Vous êtes en dernière année donc d'études de pharmacie en même temps que vous lancez. Et puis vous avez aussi fait l'ESSEC, donc ça fait beaucoup en parallèle. Ça fait beaucoup, mais je suis sur la fin, donc voilà, c'est vraiment toutes les étoiles sont alignées pour me permettre justement de me lancer de plein feu sur ce projet innovant. Alors justement, pour ce projet innovant, ça fait combien de temps que vous avez eu l'idée? Parce que quand on fait des études en pharmacie, j'imagine qu'au départ, on ne s'imagine pas créer une start-up au bout du compte. Absolument pas. Quand je suis partie en pharmacie, moi, ma volonté, c'était de travailler sur l'innovation en santé, mais plutôt dans le domaine de la santé mentale, puisque j'étais dans l'associatif avant. Et en fait, c'est parce que pendant mon parcours, j'ai eu le bonheur d'élever 4 filles. Et donc, forcément, ces petites sont devenues des préadolescentes, puis des adolescentes. Et elles ont commencé à utiliser des produits. Et puis, moi, en tant qu'étudiante en pharmacie, il y a cette petite ampoule alerte qui a commencé à s'allumer. Et voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ces produits contenaient, pourquoi est-ce qu'il y avait tout ce ramdam autour des produits cosmétiques. Et donc c'est ça qui m'a amené en fait, c'est mes filles qui m'ont amené dans l'univers des cosmétiques que je n'ai plus jamais quitté, que je suis passionnée par cet univers qui est absolument phénoménal, qui allie à la fois la rigueur scientifique dont j'ai hérité à travers mes études, mais également toute la créativité qui me caractérise aussi et dont j'ai besoin aussi pour être épanouie. Alors, donc, quel est l'objectif avec My Beauty Advisor? Est-ce que c'est une plateforme pour vendre des produits, pour afficher de la nouveauté, ou est-ce que c'est aussi afficher des conseils? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? mybeautyadvisor.fr, vous pouvez y aller sur le site, vous rentrez dans la barre d'adresse mybeautyadvisor.fr. L'idée, c'est de digitaliser le conseil personnalisé. Le conseil personnalisé, aujourd'hui, c'est l'outil de conversion le plus puissant qu'on ait dans le domaine des cosmétiques. D'ailleurs, en boutique physique, on convertit 7 fois plus qu'en ligne. Et l'idée, c'est voilà, de comment on fait pour accompagner au moins aussi bien, voire mieux, les consommatrices, comme on le fait en boutique physique, comment on fait pour les accompagner en ligne. Donc voilà, toute l'ambition de ma start-up, c'est ça, c'est digitaliser le conseil personnalisé. Donc, sur My Beauty Advisor, vous allez pouvoir déterminer en fonction de votre profil de peau et puis dans le temps, au fur et à mesure, en fonction de vos préférences en termes de budget, en termes de sensorialité, en termes de parfum, vous allez pouvoir, grâce à nos algorithmes, découvrir les produits qui semblent avoir été formulés finalement uniquement pour vous. Donc c'est selon ses goûts ou ses choix, vous allez nous conseiller des marques ou des produits directement, c'est ça? Absolument, il y a plusieurs paramètres. Donc il y a d'abord le profil de peau, c'est important, quelles sont vos problématiques, les problématiques que vous souhaitez cibler. Puis également vos préférences en termes de budget. Je sais que moi, pendant mes études, par exemple, j'allais plus vers les produits entrée de gamme, mais je ne voulais pas faire de compromis sur la qualité et sur l'efficacité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faut les chercher, mais quand on sait décrypter les formulations cosmétiques et puis quand on sait développer des algorithmes, c'est possible.
Et puis vous pouvez être aussi une beauty addict et préférer les produits de luxe par exemple. C'est tout à fait normal puisque l'expérience cosmétique c'est une expérience vraiment globale qui va vraiment au-delà. Et puis c'est personnel, c'est Voilà, personnel. C'est totalement personnel et qui va très au-delà de la simple formule et de la simple efficacité du produit. Donc on prend en compte tous ces paramètres-là dans les algorithmes de My Beauty Advisor. Alors, il n'y a pas que ce problème parce que quand on habite partout aux endroits où, enfin, quand on habite en dehors de Paris, en tout cas, une parfumerie ne peut pas proposer tous les produits. Ça serait trop grand. On voit bien la taille de Sephora à Paris. On n'arrive pas à avoir ce type de surface la plupart du temps. Donc, il y a plein de produits qu'on ne connaît pas, que ce soit des produits de maquillage ou autres. Absolument. Est-ce que vous allez aussi les proposer? Est-ce que vous allez référencer tous ces produits? Sur mybeautyadvisor.fr, l'objectif, aujourd'hui on est à peu près 50 000 références, mais l'objectif évidemment c'est d'avoir la base de données produits la plus exhaustive de tout ce qu'il est possible d'avoir sur le marché français. Donc 50 000 références actuellement, combien il y en a à votre avis? C'est quoi l'objectif? On n'est pas allé au bout, honnêtement j'en ai encore aucune idée. On est en train d'automatiser tout ce process de collecte des données justement sur les produits qui existent aujourd'hui sur le marché. Je vous le dirai quand j'arriverai au bout. Peut-être que Marine Chevalier connaît un peu plus. Je pense que tu en as environ sur le marché français, je dirais que c'est environ 150 000 références produits. Alors, l'innovation, je vais dire avec vous, Sarah Melouki, sur My Beauty Advisor, c'est que vous alliez l'expertise médicale, entre guillemets, de dermo, donc de dermocosmétique. J'imagine, de dermocosmétique. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous faites appel à des dermatologues? Alors, on demande, ou à des chimistes? On est accompagné évidemment par des experts scientifiques. Ça peut être, on a une bioinformaticienne qui va bientôt intégrer l'équipe, justement pour travailler sur les propriétés optiques de la peau et puis les centres diffuseurs de la peau, puisque la peau réagit d'une manière assez particulière à la lumière et c'est ce qui donne cette carnation. Donc on a une bioinformaticienne et puis on collabore évidemment avec d'autres experts scientifiques et puis des naturopathes, dermatologues, formulateurs cosmétiques également. D'accord, donc vous faites un appel aux experts en ce moment ou bien c'est un appel aux testeurs que vous voulez faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est tellement jeunes, on est tellement petits. Oui, puisque vous êtes un bébé, puisque vous avez ouvert cette année. Mais on a de très grandes ambitions, donc évidemment, si vous vous sentez concerné par le projet, que vous avez envie d'y apporter quelque chose, ou vous avez une connaissance particulière, vous êtes plus que la bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bêta-testeur ou pour venir donner des conseils? Alors, aujourd'hui, on est en bêta ouverte, donc tout le monde peut se rendre sur le site. L'idée, c'est d'avoir le maximum de trafic pour observer un petit peu le comportement des utilisatrices et des utilisateurs sur le site, voir si ça fonctionne, voir s'il y a des fonctionnalités qui plaisent plus que d'autres, parce qu'on en a aujourd'hui 3. Donc on a la fonctionnalité skincare, soins de la peau, qui permet de déterminer les soins de la peau qui vous conviennent le mieux. On a la fonctionnalité teinte de fond de teint. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter un fond de teint sur Internet, mais c'est mission impossible pour déterminer la bonne teinte. Donc nous, on a un algorithme justement basé sur la modélisation mathématique des couleurs qui permet de faire matcher des teintes de fond de teint. Et alors attendez, vous faites appel à de l'intelligence artificielle pour modéliser la couleur? Alors non, l'intelligence artificielle, c'est pour de la partie skincare. C'est-à-dire que plus on va collecter d'informations, plus on va collecter d'informations, plus on va pouvoir affiner la recommandation. Je vous donne un exemple. Vous me dites que vous avez, je ne sais pas, comme moi par exemple, la peau un petit peu grasse. Bon, on va être capable de déterminer selon les formules INCI les produits qui vont vous convenir. Mais après, plus vous nous donnez d'informations sur vos habitudes, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, etc., on va pouvoir affiner au fur et à mesure la recommandation. Si par exemple vous ne consommez quasiment que des produits bio, forcément les recommandations vont s'affiner pour ne vous proposer que des produits bio. C'est pareil pour le budget, c'est pareil pour la sensorialité également. Parce on va pouvoir, grâce à votre site, choisir un fond de teint, vous venez de le dire, selon sa couleur de peau. Absolument. Comment faites-vous pour garantir cette référence de teinte alors?
Alors, on se base sur une teinte de référence. Ça, on est obligé de vous demander une teinte de référence. Et sur cette base-là, il y a cet algorithme, justement, qui va être en mesure de vous proposer l'équivalent, mais dans n'importe quelle autre marque. Disons que vous avez l'habitude d'utiliser un L'Oréal, un fond de teint de la marque L'Oréal, et que vous voulez vous tourner plutôt vers un Dior ou un Lancôme, on est capable de vous dire, écoutez, dans cette gamme-là, la teinte que vous devez choisir... La plus approchante, c'est celle-ci. D'accord. Alors, comment faites-vous maintenant dans le domaine de la sensorialité, puisque vous avez parlé des parfums? Alors, exactement, on va être en mesure, pour l'instant ça n'existe pas encore, mais c'est en développement. Ça, c'est le futur. Absolument, on va être en mesure de catégoriser les différentes sensorialités, que ce soit en termes de texture, que ce soit en termes de parfum, de faire des catégories en fonction de vos préférences. Il y a par exemple des utilisatrices qui ne supportent pas l'odeur d'agrumes ou qui ne supportent pas l'odeur de coco. Ou de patchouli, par exemple. Exactement, je sens que ça vous parle. Et donc l'idée, voilà, c'est d'éviter, comme vous ne pouvez pas sentir les produits, d'éviter de vivre une expérience malheureuse avec un produit cosmétique. Moi, ce qui me gêne dans les parfums, en fait, en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup trop de produits chimiques et ça ne tient pas. Et les parfums tournent beaucoup plus vite qu'avant. Ça ne tient plus autant de temps. Je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi. Et ça, c'est quand même un drame parce que du coup, on est obligé de changer de marque. Et changer de parfum, c'est pas facile. Et le parfum, c'est un élément essentiel dans l'expérience d'un produit cosmétique. Je dirais même que c'est un des plus importants en termes d'expérience. Alors, donc, Sarah Melouki, vous êtes un bébé start-up, j'allais dire, puisque vous avez créé votre société en 2020. Financièrement, quel est votre modèle économique? Alors, c'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez plus grande. Aujourd'hui, on a plusieurs options, on a plusieurs possibilités. Et justement, on est en discussion avec les marques pour déterminer quel type de partenariat serait le plus intéressant. Sur l'application, on pense notamment à de l'affiliation, par exemple, c'est ce qui semble le plus naturel. Pour l'instant, c'est gratuit, mais ça pourrait devenir payant? Alors, pour l'instant, c'est totalement gratuit. L'utilisatrice peut acheter des produits sur notre plateforme aujourd'hui. Ça peut évoluer dans le temps en fonction des collaborations qu'on aura avec les marques. Attention, je tiens à préciser que notre base de données sur My Beauty Advisor n'est absolument pas dépendante des partenariats qu'on aura avec les marques. Tous les produits cosmétiques disponibles sur le marché, c'est notre objectif, seront sur My Beauty Advisor indépendamment des contrats qu'on aura avec les marques. Mais c'est pas avec... Bizarrement, ce n'est pas avec l'application qu'on espère gagner de l'argent, c'est vraiment en développant derrière, sur la base de ce qu'on aura appris avec cette application, de développer des outils B2B, cette fois-ci pour que les professionnels en ligne puissent accompagner eux-mêmes leurs clientes sur leur plateforme digitale. Et alors donc, c'est pour cela que vous recrutez donc des bêta-testeurs, j'imagine. Absolument, absolument. Donc si vous allez aujourd'hui... tester mybeautyadvisor.fr, ça va nous donner des informations sur ce que vous préférez, les fonctionnalités qui vous plaisent, etc. Alors donc pour l'instant, vous ne pouvez pas en vivre, j'imagine? Non, pas encore. Donc vous espérez une rentabilité financière dans combien de temps? On espère y arriver assez vite quand même d'ici l'année prochaine, c'est l'objectif en tout cas. Pour l'instant, on est encore en besoin de financement. Alors, qu'est-ce que vous recherchez au niveau montant financier? Alors, on a obtenu la bourse French Tech. Donc, on remercie la BPI qui est quand même une structure assez géniale, je dois dire. Je crois qu'on est le seul pays au monde à avoir ce type de structure. Donc, voilà, la BPI nous a fait confiance et nous a permis d'obtenir la bourse French Tech. Et puis aujourd'hui, on étudie la possibilité d'aller vers du financement privé, donc une levée de fonds, mais également des emprunts bancaires. Donc tout ça, c'est encore en étude et puis on espère avoir des solutions concrètes premier trimestre 2021. Alors pour taper à la porte de la BPI, comment avez-vous fait? Alors je suis passée par une super structure que je recommande vraiment à tous les start-upers qui souhaitent justement être accompagnés sur ces questions de financement public et privé d'ailleurs. C'est IFStart. Nous, on a été accompagnés de bout en bout sur cette demande de financement d'obtention de la bourse French Tech. Et puis voilà, ça a été très positif.
Et du coup, c'est eux qui vous ont ouvert les portes, j'allais dire, pour vous dire il faut taper là, il faut faire ci, il faut faire Alors, pas vraiment ouvert les portes, mais par contre, oui, accompagner dans la structuration du dossier, dans la façon dont on va présenter le projet. Voilà. Ils savent, voilà, ils ont l'habitude, ils savent comment ça fonctionne, ils savent exactement qui risque de tomber sur le projet et les questions qu'on va vous poser. Voilà, qu'on peut anticiper. Donc oui, clairement, c'est très important d'être accompagné. Quand on n'a pas l'habitude de ce type de demande, être accompagné, c'est important. Alors donc, on fait un appel pour vous, donc à tous ceux qui voudraient financer votre projet. Et puis aussi, vous avez 2 postes de stagiaires ouverts. Quels sont-ils? Alors, on cherche à renforcer l'équipe marketing aujourd'hui, puisque l'objectif, c'est d'obtenir un petit peu de trafic sur My Beauty Advisor. Et puis également un profil technique de développeur. Donc voilà, si vous correspondez au profil, n'hésitez pas à me contacter. Alors CV, lettre de motivation, vidéo, petit message, c'est comme vous voulez. Vous écrivez à l'adresse hello, H-E-2-L-O, @cosmecode.com. Oui, parce que c'est le nom de votre entreprise. C'est le nom de l'entreprise. Et la plateforme, c'est My Beauty Advisor. Donc à terme, My Beauty Advisor pourrait devenir gratuit pour le citoyen, le consommateur, si vous arrivez à vendre suffisamment de produits, j'imagine. Le conseil, il est totalement gratuit de toute façon. Donc que vous achetiez le produit ou pas, d'ailleurs, ce n'est même pas l'objectif pour être tout à fait honnête avec vous, que vous achetiez le produit ou pas, vous pouvez bénéficier d'un conseil ultra personnalisé grâce à My Beauty Advisor de manière totalement gratuite. Nous, on espère collaborer avec les marques pour assurer notre rentabilité et nos business models. Alors j'imagine que c'est pour ça que vous avez fait l'ESSEC. Absolument, absolument. Parce que les études de pharmacie ne font pas il n'y a pas de formation commerciale, marketing. Non. Il y a vraiment... un petit peu, quand on choisit le parcours officine, on est un petit peu formé à la gestion d'entreprise. Mais ça ne correspond pas au modèle start-up. Et puis moi, de toute façon, j'ai choisi le parcours industrie-recherche. Donc effectivement, j'avais besoin de cette formation poussée avec les meilleurs via le master spécialisé entrepreneur de l'ESSEC central. Vous avez aussi fait l'école 42. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Absolument. Alors j'avais besoin de collaborer avec des développeurs. Collaborer avec des développeurs, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne parle pas le même langage quand on ne code pas soi-même. Donc voilà, je me suis dit que j'avais pas le choix, il fallait que j'apprenne à coder. Et donc j'ai décidé d'intégrer l'école 42. J'ai réussi la fameuse piscine, le fameux mois intensif de sélection. Et voilà, aujourd'hui je suis fière de dire que je suis également étudiante à 42. Merci beaucoup pour tous vos projets à toutes les 3. Merci. Et puis vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube. Bonne journée, ciao ciao.